Deuxième invité dans ce mardi politique spécial élection européenne est François Asselineau, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, et tête de liste du même nom aux élections européennes du 9 juin. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir. Et c'est dommage, je dois le dire, de perdre une petite partie de votre temps de parole avec ça, mais je dois dire un mot de votre tweet. Vous dites « Je suis l'invité de Frédéric Rivière », c'est juste, nous sommes ensemble sur Radio France Internationale, l'entretien portera essentiellement sur le Frexit, et vous ajoutez « Censure », écrit en grand, la chaîne France 24 qui diffuse d'habitude cette émission en même temps refuse exceptionnellement de le faire ce soir. Il ne s'agit pas de censure, mais d'équilibre des temps de parole pour respecter les recommandations de l'ARCOM. Les temps de parole sont décomptés, je le précise, par chaîne, c'est-à-dire indépendamment sur France 24 et sur RFI, et non pas pour l'ensemble du groupe France Média Monde. On peut en rester là sur la question, à moins que vous ne veuillez dire quelque chose. Oui, ne polémiquons pas, mais les relevés de l'ARCOM pour la période d'équité du 15 avril au 19 mai, au total, sur tout le service public, absolument tout le service public, RFI, France 24, mais aussi toutes les autres, France Inter, France Info, etc., je suis à 8 minutes et 12 secondes. Je voudrais signaler que M. Glucksmann, par exemple, est à 6 heures et 5 minutes. Or, on a fait 20% des voix de M. Glucksmann en 2019. Si j'avais 20% de 6 heures et 5 minutes, ça nous ferait 1h20 et j'ai en fait 8 minutes. Alors moi, je veux bien que le service public ne censure pas, mais moi, je ne vois pas d'autre raison. Voilà. Alors, j'ai même Mme Mélène Touy du Parti animaliste a même 23 minutes quand moi j'ai 8 minutes. Voilà. Bon, je vous propose qu'on ne passe pas plus de temps à déplorer le manque de temps qu'il vous manque, justement. Vous êtes, François Asselineau, l'un des rares responsables politiques à prôner le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne et le rétablissement du franc. Cela fait maintenant quelques années que vous menez ce combat. 17 ans. Avec jusqu'à maintenant des résultats, il faut le dire, relativement modestes. 0,4% aux européennes, 0,4% des suffrages en 2014, 1,2, ce qui est tout de même une multiplication par 3, 1,2% en 2019. Est-ce que vous avez des raisons d'espérer que ce scrutin du 9 juin se présente pour vous sous les meilleurs auspices? Oui, honnêtement, je pense, parce que d'abord, il y a une durée propre aux idées nouvelles. Monsieur Nigel Farage, qui est un peu mon modèle, qui avait créé le UKIP au Royaume-Uni pour pousser au Brexit, il lui a fallu près de 25 ans pour parvenir au Brexit. Donc là, c'est une idée nouvelle qui choque les gens parce qu'ils sont habitués depuis des années à entendre chanter les louanges de la construction européenne. Je vois que Nigel Farage a commencé à décoller au bout de 15 à 17 ans. On y est pour ce qui nous concerne. Tous les indicateurs en ce moment pour nous sont des multiples de 3, de 4, de 5, de 6. Là, on vient de franchir les 98 millions de vues cumulées sur Internet pour notre chaîne de télévision. Nous sommes le seul parti politique qui a fait 20 vidéos qui ont fait plus d'1,5 million de vues. Par ailleurs, les événements vont dans notre sens. Et du point de vue sociologique, c'est important. Il y a encore quelques années, vouloir sortir de l'Union européenne était perçu par la grande majorité des Français comme une espèce d'extrémisme. Mais ça l'est encore par une bonne partie. Mais il y a une défiance à l'égard de l'Union européenne. Les sondages le disent. Mais beaucoup moins quand même. Ça se voit sociologiquement. On avait essentiellement des jeunes, comme adhérents, il y a encore 3-4 ans. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes âgées et de retraités. Ouais. Et parce que les gens qui me disaient « oui, mais l'Europe, c'est la paix », plus personne aujourd'hui ne dit « l'Europe, c'est la paix ». Les gens qui disaient « l'Europe, c'est les libertés », plus personne aujourd'hui ne dit ça parce qu'on voit que c'est une entreprise de coercition et de la remise en cause de nos libertés fondamentales. Plus personne ne dit que c'est la prospérité. Les gens voient leur niveau de vie s'effondrer. Est-ce que cette défiance dont je parlais, qui apparaît dans les sondages à l'égard de l'Union européenne, est-ce qu'elle n'exprime pas plus une attente de transformation, de changement du mode de fonctionnement de l'Europe que véritablement d'en claquer la porte? Alors là aussi, ça fait 17 ans que j'explique que la meilleure façon d'enterrer l'affaire, c'est toujours de dire on va changer l'Europe. Oui. Mais vous dites que ça n'est pas possible. Oui, c'est comme la construction du socialisme. Vous savez, ça marchait pas et à chaque fois on disait c'est parce qu'il n'y a pas assez de socialisme, il faut plus de socialisme. Donc là, c'est la même chose. Mais nous, ça fait 17 ans, je crois que beaucoup de gens peuvent me reconnaître d'avoir largement contribué à faire percevoir aux Français qu'on ne peut pas changer l'Europe. L'Europe, si elle est comme elle est, c'est parce qu'elle est la résultante aujourd'hui de 27 intérêts nationaux contradictoires. Et donc les traités européens sont obligés d'être comme ça. Pour changer l'Europe, il faut changer les traités. Il faut 27 signatures de 27 gouvernements, plus 27 ratifications de 27 parlements nationaux. Ça veut dire 54 institutions qui seraient d'accord pour changer les traités, alors que les intérêts nationaux sont totalement divergents. Et notez bien d'ailleurs que les eurodéputés n'interviennent à aucun moment dans le processus. De telle sorte qu'en fait, on vit tous les 5 ans une farce. C'est celle qu'on a sous les yeux. C'est en fait une espèce de commedia dell'arte où chacun vient présenter son projet. Europe sociale, Europe des travailleurs, Europe écologiste, Europe puissance, etc. Mais en fait, tout le monde le sait bien.
Au bout de 48 heures après le scrutin, plus personne n'en reparle et on est reparti pour 5 ans. Rapidement, après on va essayer d'imaginer le scénario du Frexit. Très rapidement, est-ce que la France n'a pas atteint un niveau d'intrication avec l'Union européenne tel qu'il n'est plus possible de faire marche arrière? Non, je ne pense pas, parce que si ça marchait bien, pourquoi pas? Mais ça marche mal. Et dans l'ensemble des pays d'Europe, on sent un mouvement, comment dirais-je, centrifuge des peuples qui veulent retrouver leur souveraineté, leur indépendance. On disait la même chose, par exemple, du camp socialiste. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit sur le fait qu'il y avait une intrication dans le cadre du Comecon qui ne permettait pas d'envisager de changer de trajectoire? Mais si, en fait, ça s'est passé comme ça. Alors, imaginons, François Asselineau, le scénario du Frexit. Nous sommes aujourd'hui le jour où la décision de quitter l'Union européenne a été prise par la France. Le jour de la décision. Que se passe-t-il? Nous entrons dans un long processus de négociation avec ceux qui étaient nos partenaires de l'Union européenne sur les conditions de notre sortie? Voilà. Alors déjà, il y a une chose qui vraiment, faut qu'il soit très clair dans l'esprit de nos auditeurs, c'est que nous militons pour le Frexit, mais si nous avons des députés, on ne pourra pas faire le Frexit, puisque nous n'aurons pas plus de pouvoir que les autres eurodéputés. La seule chose que nous pourrons faire, et c'est fondamental, c'est de porter le débat, parce qu'actuellement, il n'y a pas de débat sur le Frexit. Ça n'est pas dans le pouvoir du Parlement européen de lancer le Frexit. Donc ça, c'est le premier point. Instaurons un débat qui est interdit d'antenne. Deuxièmement, il y a une procédure juridique qui est prévue, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne, qu'a utilisé le Royaume-Uni d'ailleurs pour le Brexit, qui impose de lancer une procédure de négociation qui doit durer 2 ans. Vous savez, c'est comme un divorce. Un divorce, il y a un moment à partir duquel, si les deux conjoints ne s'entendent plus du tout, il n'y a plus d'autre solution que le divorce. Ils ne peuvent pas divorcer dans la minute. Il faut qu'ils négocient à qui appartient quoi, et puis s'il y a des enfants, qui va avoir la garde, etc. C'est la même chose. Et on peut divorcer à l'amiable. Ça n'empêche pas, si vous voulez, après le Frexit, la France restera toujours géographiquement dans l'Union européenne. Bien déjà, sûr. Ça a priori. Elle continuera à vendre. Oui. Regardez la Suisse. Regardez la Norvège, regardez l'Islande, ce sont les 3 pays de l'Union européenne qui ne sont jamais entrés dans l'Union européenne, les 3 pays de l'Europe occidentale qui ne sont jamais entrés dans l'Union européenne. Eh bien, ma foi, ils se portent très bien, ils se portent d'ailleurs mieux que les autres, et ils négocient et ils vendent avec l'ensemble du monde entier. La Suisse n'est pas fermée sur elle-même. Alors, poursuivons ce scénario un instant. Donc, nous sommes sortis de l'Union européenne. À quel moment le franc est-il rétabli? Alors, vous imaginez que c'est pas en 30 secondes, je vais pouvoir vous répondre. Oui. Ça pose un certain nombre de difficultés. C'est après la période de 2 ans de négociation? Non, ça, à mon avis, on ne pourra pas tenir cette durée. Il faudra au contraire le faire très rapidement. Oui. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et il y a des gens qui disent que ça serait une catastrophe, etc. Moi, je pense qu'il y a une autre catastrophe. Regardez ce que dit un économiste comme Marc Toiti, par exemple, qui dit que l'euro va exploser. Il avance même une possible date en 2025. Regardez ce que dit Patrick Artus, un autre grand économiste, qui dit que d'ici à 2050, l'économie de l'Europe va s'effondrer par rapport à l'économie mondiale. Ouais. Il y a quelque chose que les marchés financiers détestent, c'est l'incertitude. Oui. À partir du moment où on sortira de l'euro de façon concertée avec nos partenaires, les marchés financiers seront d'accord. François, il nous reste moins d'1 minute. Essayez d'être bref. Nous sommes sortis de l'Union européenne, c'est fait. En quel domaine sommes-nous devenus plus forts et plus performants? Eh bien, d'abord, nous pourrons gérer nous-mêmes notre commerce international, nous pourrons gérer nous-mêmes la libre circulation des mouvements de capitaux, interdire les délocalisations, avoir une monnaie qui soit plus conforme à la compétitivité de l'économie française, recréer de l'emploi, gérer nous-mêmes les questions migratoires. Actuellement, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ce n'est pas la France qui gère les questions migratoires. Nous pourrons gérer les questions migratoires et puis nous pourrons refuser aussi de nous mêler avec les élargissements qui arrivent. Vous savez qu'il y a 9 pays qui doivent entrer, ça va nous coûter des dizaines de milliards d'euros si on y reste. Merci François Asselineau, merci, c'est la fin de cette émission. Bonne soirée.